On va poursuivre dans notre discussion sur l'audit d'état financier, mais cette fois-ci, on va se pencher spécifiquement sur le sujet de la conclusion de la mission d'audit d'état financier. On va parler spécifiquement du rapport et de la nature de l'opinion contenue dans ce rapport. C'est notre étape finale de notre audit. Comme on le voit à l'écran à l'instant, plusieurs normes de notre manuel de CPA Canada Certification viennent traiter d'éléments particuliers de notre rapport d'auditrice ou d'auditeur. La première de celles-ci, la NCA 700, qui porte sur l'opinion et le rapport sur des états financiers, vient décrire le contenu général du rapport en décrivant chacune des rubriques importantes, mais cette norme vient aussi parler de la nature de l'opinion en nous proposant que, de façon très générale, l'opinion peut être modifiée ou l'opinion peut être non modifiée. Dans le cas d'une modification de l'opinion, on a besoin alors de se tourner vers la NCA 705. Et c'est là qu'on va commencer à discuter ensemble de la façon dont on procède à l'établissement de notre opinion. Et bien, comme on a discuté dans d'autres capsules précédemment, on doit obtenir des éléments probants. La première question à se poser lorsqu'on arrive pour conclure, que ce soit conclure avec modification d'opinion ou conclure sur une opinion non modifiée, on doit se questionner sur l'obtention de ces éléments probants. Est-ce qu'on a obtenu tous les éléments probants que l'on pouvait obtenir? Dans la première rubrique de cette diapo, on va parler que dans l'avenue où les éléments probants suffisants et appropriés ont été obtenus. Donc, s'ils ont été obtenus et on a conclu que les états financiers étaient exempts d'anomalies significatives, on tend vers l'opinion non modifiée dont il est question à la NCA 700 et on produit alors notre rapport comme la très grande majorité des rapports sont produits en fournissant une opinion non modifiée à l'égard des états financiers faisant l'objet de notre mission. Toutefois, si on a obtenu les éléments probants suffisants et appropriés qui nous permettent de conclure que les états financiers ne sont pas exempts d'anomalies significatives, on doit se poser la question, est-ce que les anomalies en question ont des incidences significatives et généralisées sur les états financiers? Si la réponse c'est oui, on va conclure à l'opinion défavorable, qui peut être vue dans un certain angle comme étant la pire opinion possible, puisque dans ce contexte, l'auditrice, l'auditeur s'exprime à l'effet qu'il a obtenu toutes les preuves qu'il lui fallait pour conclure que les états financiers contiennent des anomalies significatives. Et donc, dans ce contexte, l'aspect significatif et généralisé permettent de conclure sur la fourniture d'une opinion modifiée de nature défavorable. Par ailleurs, si jamais on dit on a obtenu des éléments probants suffisants et appropriés, les éléments probants obtenus nous relatent la présence d'anomalies significatives, mais on n'est pas capable de dire que ces anomalies significatives ont un impact généralisé sur les états financiers. Je vous invite à aller voir la définition qui est proposée au haut de cette diapo, la référence qui est proposée au haut de cette diapo pour la définition du caractère généralisé des anomalies significatives. Mais si on conclut que l'impact n'est pas généralisé aux états financiers, eh bien là, on va parler d'une opinion avec réserve. Le terme le dit, on va venir circonscrire notre opinion modifiée à une facette des états financiers. Mis à part les stocks pour lesquels on n'a pas pu conclure à l'absence d'anomalies significatives, on considère que les états financiers ne contiennent pas d'anomalies significatives. Ce serait une opinion avec réserve. Par ailleurs, il peut aussi y avoir le scénario où est-ce qu'on n'a pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Si on n'a pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés, on se pose la question au conditionnel. Est-ce que les incidences des anomalies significatives, si les éléments probants avaient été obtenus, pourraient être significatives et généralisées? Si la réponse est oui, eh bien, on ne va pas pouvoir donner une opinion défavorable parce qu'on n'a pas obtenu les éléments probants pour nous permettre de conclure sur cette opinion défavorable. Nous manquons des éléments probants pour conclure et prétendant que si on avait obtenu les éléments probants, les anomalies significatives auraient été généralisées, on va se camper dans l'opinion modifiée qui se décrit comme étant impossibilité d'exprimer une opinion. Ça, c'est le caractère potentiellement généralisé des anomalies significatives qu'on aurait pu trouver en obtenant nos éléments probants. Par ailleurs, si on n'a pas été en mesure d'obtenir nos éléments probants suffisants et appropriés, mais que les incidences de ces anomalies auraient été significatives mais non généralisées, on va pouvoir toujours se camper vers l'opinion avec réserve. Finalement, un dernier cas extrêmement rare, c'est possible que dans certaines circonstances très rares, et puis ce sont les termes de la norme que je viens d'utiliser, très rares, extrêmement rares, on va avoir obtenu tous les éléments probants, mais de multiples incertitudes vont subsister à notre esprit
faisant en sorte qu'on va considérer qu'il est impossible pour nous de formuler une opinion sur les états financiers et on va alors utiliser la porte de l'impossibilité d'exprimer une opinion. Je vous donne l'exemple, mais ne considérez pas que c'est des éléments qui peuvent faire partie des évaluations. On a obtenu tous les éléments qu'on a demandés dans le cadre de nos travaux d'audit, mais on a un soupçon assez fort sur l'intégrité de la direction. Il y a de la fraude, des allégations de fraude. Eh bien, ça nous remet en cause sur de multiples facettes des éléments probants qu'on a obtenus. On pourrait toujours avoir cette porte de sortie. Ils ont répondu à toutes nos questions, ils nous ont tout démontré par les éléments probants, mais on n'est pas en mesure de s'exprimer. Okay? C'est un cas extrêmement rare. On reste plutôt dans les idées avec on a obtenu les éléments probants, on n'a pas obtenu les éléments probants suffisants et appropriés. Si on les a obtenus, on peut aller jusqu'à l'opinion défavorable. Si on ne les a pas obtenus, on peut aller jusqu'à l'impossibilité d'exprimer une opinion. Et entre les deux, si jamais l'incidence des anomalies significatives dans les deux cas n'est pas ou ne serait pas généralisée, on peut avoir la sortie d'une opinion avec réserve. Si on poursuit, alors, je vous propose de lire l'annexe de la NCA 705 qui contient des exemples. Vous devriez être en mesure de lire un extrait d'un rapport et de discerner quel type d'opinion il est question. Est-ce que c'est une opinion non modifiée? Est-ce que c'est une opinion modifiée défavorable, une opinion modifiée avec réserve ou une opinion modifiée impossibilité d'exprimer une opinion? On poursuit dans nos normes avec la NCA 706 qui traite des paragraphes d'observation et des paragraphes sur d'autres points dans le rapport de l'auditeur. Donc, ce sont des éléments qu'on pourrait contenir directement dans notre rapport pour attirer l'attention des utilisateurs de celui-ci. On peut avoir le libellé observation ou le libellé autre point à mentionner, dépendamment des circonstances. Si vous voulez voir des exemples d'éléments qui traitent de paragraphes d'observation, vous voyez l'annexe 1. Si vous voulez voir des exemples de points qui traitent d'autres points à édicter dans notre rapport, voyez l'annexe 2. Un paragraphe d'observation se voudra un paragraphe qui sert à attirer l'attention du lecteur quant à un élément spécifique des états financiers. Par exemple, il y a une note aux états financiers qui traite des conséquences d'un incendie qui aurait eu lieu lors de la dernière période financière de l'entité visée. Eh bien, on veut attirer l'attention du lecteur à cette note spécifique qui est contenue dans les états financiers. On va pouvoir ajouter un paragraphe d'observation directement dans notre rapport de conclusion d'audit où est-ce qu'on va venir formuler notamment notre opinion. Par ailleurs, on peut vouloir attirer l'attention des utilisateurs sur un élément qui se rapporte à notre travail spécifiquement. On voudrait, par exemple, attirer l'attention de l'utilisateur quant au fait que c'est notre première année à formuler une opinion d'audit sur les états financiers de cette entité, puisque les années précédentes, c'était d'autres firmes qui se sont chargées de la mission d'audit. Si on veut attirer ce point-là, on pourrait avoir un paragraphe sur d'autres points où est-ce qu'on vient formuler cette explication aux utilisatrices et utilisateurs du rapport. Faites attention, les paragraphes d'observation et les paragraphes sur d'autres points ne peuvent pas substituer les paragraphes qui traitent de l'opinion modifiée. Les fondements de l'opinion modifiée doivent avoir un libellé propre à ce genre de paragraphe et donc on ne peut pas confondre le lecteur avec juste une observation ou un autre point qui sont des éléments plus soft, moins contentieux, disons-le. Le fondement de l'opinion modifiée a besoin d'avoir un libellé comme tel. La même chose pour les questions clés ou encore les enjeux relatifs à l'hypothèse de la continuité d'exploitation, HCE, qui sont des éléments traités respectivement dans la NCA 701 et la NCA 570, sur lesquels nous reviendrons. On saute tout de suite dans la NCA 701, communication des questions clés de l'audit dans le rapport de l'auditeur indépendant. Donc, en plus de notre opinion, en plus de certains paragraphes d'observation ou paragraphes sur d'autres points, des éléments plus soft qu'on voudrait communiquer, on pourrait vouloir communiquer les questions clés de notre audit. Parmi les éléments qu'on aurait jugés comme étant importants à communiquer aux responsables de la gouvernance, on va avoir une liste de points qu'on s'est dit, OK, il faudrait présenter ça au comité d'audit, il faudrait présenter ça au conseil d'administration, le déroulement de notre mission, les éléments particulièrement à risque. Mais parmi cette liste d'éléments-là, c'est possible qu'il y en ait certains qu'on juge importants à inclure dans notre rapport directement. La NCA 701 vient nous ouvrir cette porte avec la communication des questions clés de l'audit. Alors, les exigences de la norme vont prévoir comment est-ce qu'on fait pour déterminer les questions clés de l'audit et comment est-ce qu'on fait pour les communiquer dans notre rapport. D'une part, l'auditeur, l'auditrice doit considérer les risques d'anomalies significatives les plus élevés, les risques importants qu'en déployant la NCA 315, on aurait été amené à identifier. Eh bien, si jamais on a identifié de tels risques, on pourrait venir les sélectionner pour les communiquer dans nos questions clés. Est-ce qu'il y a des jugements importants que la direction devait prendre ou que la firme devait prendre dans le contexte de son travail? Si on pense à des estimations comptables, à des incertitudes importantes pour des données qui sont reflétées dans les états financiers, est-ce qu'il y a eu des événements ou des opérations qui ont eu des conséquences sur notre audit? Ça a complexifié, il y a eu une nouvelle filiale, il y a eu un nouveau système. Est-ce que ce sont des choses parmi lesquelles on devrait sélectionner certains pour venir faire état? Pourquoi? C'est un des éléments les plus importants et comment est-ce qu'on a fait pour les traiter dans le cadre de notre mission? Dans la NCA 701, on vient encore faire un rappel, on dit faites attention. Les fondements de votre opinion modifiée, donc les raisons pour lesquelles vous aurez une opinion avec réserve ou une opinion défavorable, ou encore
des éléments qui vous amènent à avoir des incertitudes sur l'hypothèse de la continuité d'exploitation ne doivent pas être présentés comme des questions clés en vertu de la NCA 701. Ce sont bien entendu des questions clés de notre audit, mais ces questions clés-là, soit le fondement de l'opinion modifiée ou encore des incertitudes relatives à l'hypothèse, doivent être présentées distinctement avec des titres de paragraphes qui sont propres à ces caractéristiques précises de notre audit. Ils doivent être mis en évidence mieux que les éléments contenus dans les questions clés par le biais de la NCA 701. Okay, donc, on revient encore avec faire attention de mettre en évidence adéquatement dans notre rapport les éléments qui ont besoin d'être mis en évidence. On a parlé des paragraphes d'observation, paragraphes sur d'autres points. Maintenant, on parle des questions clés qui seraient contenues dans notre rapport. Allons voir finalement les événements postérieurs à la date de clôture. Après ça, on va aller en rafale dans toutes les autres qui sont présentées ci-dessous. Les événements postérieurs à la date de clôture, la NCA 560, elle nous dit qu'il peut y avoir un événement qui survient entre la date de clôture, disons un 31 décembre, et la date de notre rapport, disons le 14 février. Entre la date de clôture et la date de notre rapport, on doit mettre en œuvre des procédures. Habituellement, on s'intéresse aux éléments qui arrivent jusqu'à la date de clôture du bilan, le 31 décembre. Mais on doit faire un minimum de procédures en vertu de la 560 paragraphe 6 et 7 pour identifier des événements qui doivent être tenus en compte jusqu'à la date de notre rapport. Par contre, il peut y avoir un fait dont on prend connaissance entre la date de notre rapport, qui se veut habituellement la date de la signature, et la publication des états financiers. Disons qu'on a signé notre rapport, on a daté notre rapport du 14 février, signé notre rapport le 14 février, mais que les états financiers vont juste être publiés le 20 février, bien là, on rentrerait dans cet angle-là du 2A, alors qu'on pourrait avoir un élément dont on prend connaissance après la publication, donc après le 20 février. Les procédures à mettre en œuvre sont de nature contentieuse à certains égards, puisqu'il y a des aspects légaux là, qui entrent en ligne de compte. Qui a eu accès à notre rapport avec les états financiers alors qu'on a pris connaissance d'un élément qui pourrait entraîner une modification aux états financiers? Ça, c'est ce que le paragraphe 13 prévoit. Et si jamais il y a eu publication des états financiers, donc vous pensez un peu, ils ont été rendus disponibles sur le site web, ils ont été envoyés par un hyperlien dans un courriel à tous les actionnaires d'une société cotée en bourse, disons-le, ben là, il y a des procédures à mettre en œuvre considérablement plus lourdes, notamment obtenir l'avis des juristes qui sont nos fournisseurs de services juridiques à la firme, au cabinet d'audit, pour savoir c'est quoi les conséquences et comment est-ce qu'on devrait procéder. Mais du point de vue des NCA, s'il y a une modification qui s'ensuit aux états financiers, il va falloir traiter notre travail d'audit d'une certaine manière encadrée. On va alors devoir mettre en œuvre des procédures spécifiquement en ce qui concerne la modification, là où les modifications aux états financiers, et on va pouvoir, en règle générale, actualiser toutes les procédures dont il était question à 560, paragraphes 6 et 7, et on émettrait alors un nouveau rapport avec une nouvelle date. Quelque chose survient en mars, on va actualiser toutes nos procédures, on va faire des procédures spécifiquement sur les modifications qui ont été apportées et on va émettre un nouveau rapport daté du mois de mars. Une exception peut être prévue si jamais la loi le permet. On peut limiter notre travail à la modification, c'est-à-dire ne pas nécessairement actualiser les procédures des paragraphes 6 et 7 à tous les états financiers, à tous les éléments de l'organisation visés par notre audit, mais simplement circonscrire nos travaux sur les modifications qui ont été portées aux états financiers. À ce moment-là, on pourrait avoir une double date. Et la deuxième date, elle servirait à évoquer qu'elle donne une assurance qu'on a fait des travaux seulement relativement à la modification, ou encore il pourrait y avoir un paragraphe en vertu de la 706, la NCA 706, paragraphe d'observation, paragraphe sur d'autres points, pour circonscrire justement la nature des travaux et la modification qui ont été portées aux états financiers. Okay, donc ça, c'est la NCA 560 qui montre un peu qu'on est toujours lié à des opinions antérieures qu'on aurait formulées à l'égard d'états financiers. En rafale, la NCA 720, responsabilité de l'auditeur concernant les autres informations. Il est question du rapport de gestion. Le rapport de gestion va habituellement être un document élaboré dans lequel sera contenu les états financiers auquel serait joint le rapport de l'auditrice et de l'auditeur indépendant. On va avoir, en vertu de la NCA 720, une responsabilité de nous assurer qu'il n'y ait pas d'incohérence dans l'ensemble de ce rapport de gestion, dans l'ensemble de ces autres informations. On va devoir lire et nous assurer qu'il n'y a pas de contradiction, par exemple. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir la 720. Information comparative. Est-ce que notre mission vise seulement l'année courante ou est-ce que notre mission, notre opinion vise également l'année précédente? Si on vise seulement l'année courante, on a besoin d'être très clair à cet effet dans la formulation du libellé de notre opinion. On a besoin de circonscrire notre mission en conséquence. La NOV 48 évoque la manière dont on indiquerait directement dans notre rapport, si une loi l'oblige, le fait que la direction a préparé ses états financiers en modifiant certaines applications des normes. Est-ce que les principes comptables ont été appliqués de la même manière d'une année à l'autre? Bien, habituellement, on n'a pas à s'exprimer sur cela dans le cadre de notre rapport d'audit, mais si une loi oblige qu'on s'exprime sur cela, on va le faire en conformité avec la NOV 48 qui va nous demander d'avoir un titre de section et un paragraphe bien précis pour expliquer ce genre de différence dans l'application des normes.
Des audits préparés conformément à des référentiels à usage particulier. Est-ce que c'est IFRS qui est utilisé ou est-ce que c'est un autre référentiel à usage particulier qui est utilisé? La NCA 800 va prévoir comment est-ce qu'on fait pour décrire ce référentiel à usage particulier si jamais on est aux prises avec une mission qui relève de la préparation d'états financiers préparés en vertu de telles exigences normatives particulières et non pas un référentiel à usage général comme IFRS l'est. Et finalement, une mission visant la délivrance d'un rapport sur des états financiers résumés. Si on est auditeur du jeu d'états financiers complet, on peut, en vertu de la NCA 810, moyennant certaines procédures additionnelles, bien entendu, on peut produire un rapport d'auditrice ou d'auditeur sur un état financier résumé. Un peu comme la NCA 720, on va vouloir s'assurer qu'il n'y ait pas d'incohérence entre les états financiers complets et les états financiers résumés, et on va pouvoir produire un rapport à l'issue d'une telle mission. Donc, ça met fin à notre discussion sur la conclusion et le rapport qui découle d'une mission d'audit d'état financier. Ici, on ne fait que rappeler les grandes rubriques standards qui peuvent se retrouver dans un rapport d'audit après un audit d'état financier. On se redonne des nouvelles, on se retrouve bientôt. Bonne continuation dans vos affaires.